Cacao, or, blé, cuivre, argent métal. Tour d'horizon des matières premières en bourse. Chers amis, bienvenue à la nouvelle édition du Fast and Forex. Je suis ravi de vous retrouver. Tour d'horizon technique, graphique, des matières premières. Nous allons parler de ce qui est pour certains une bulle spéculative sur, par exemple, le cours du cacao. 10 000 $ la tonne. Alors, pour des raisons fondamentales, naturellement, mais n'oublions pas la dimension spéculative à travers les contrats d'options, les contrats futurs, les ETF qui exagèrent les mouvements. Le prix du pétrole, qui bénéficie toujours, alors, des OPEP Production Cuts et naturellement d'une prime de risque géopolitique. Jusqu'où le rebond du prix du pétrole peut aller? 90, 95 $. Y a-t-il un risque de seconde vague d'inflation? Je parle là de l'inflation nominale, sachant que ce mercredi est mise à jour l'inflation aux États-Unis selon le CPI. Le cours de l'or, je vais vous redonner mon suivi technique du cours de l'or. Vous connaissez mes cibles moyen-long terme haussière. La première a été atteinte la semaine dernière à 2250 $. Vous savez, si vous avez suivi la dernière édition du Fast and Forex, que j'ai relevé mon objectif à 2500 $ pour l'année, je vous en ferai le suivi. Le breakout haussier du cours de l'argent métal, les dépassements de résistance sur le cuivre. Et que penser donc du cours du cacao? Est-ce que l'envolée est terminée? Pour certains, cela peut continuer jusqu'en 2025, mais attention, les arbres ne montent pas au ciel, c'est suracheté, il y aura des retracements, il y a toujours des retracements. Cacao, pétrole, gold, silver, cuivre, etc., etc. C'est la sélection que je vous propose. Donc on fait un Fast and Forex un peu différent de d'habitude. Je laisse le rideau s'ouvrir. Et je vous ai donc remis ce petit pointeur, j'espère que cela vous sied, que cela vous plaît, voilà le plan. La tonne de cacao atteint les 10 000 $, attention bulle spéculative, rebond du pétrole. Vous avez cette semaine la mise à jour des rapports mensuels de l'Agence internationale de l'énergie et de l'OPEP. À un moment où, vous savez, sur le moyen long terme, le pétrole est neutre, entre 65 et 95 $. Bon, là, il remonte vers la partie haute. Globalement, offre et demande s'équilibre parce que, oui, certes, les pays de l'OPEP, alors, c'est 20% de la production mondiale, 27% de la production mondiale, ont réduit leur production, enfin, surtout l'Arabie Saoudite, pas tous les membres de l'OPEP, mais en face de ça, vous avez les États-Unis, où la production est sur un record historique. Vous avez aussi tout le débat autour de la demande, qui en Occident, c'est pas folichon, mais ça semble réaccélérer en Chine. Bon, il y a un certain nombre de choses qui font que, overall, dans l'ensemble, tout s'équilibre. Mais voilà. Dites-vous bien qu'un pétrole à 100 $ ne permettrait pas aux banques centrales de pivoter. Mais il y a un pivot avant. Pour dépasser la résistance, en fait, la résistance, c'est 93-95 $. Il faudrait vraiment quelque chose. Et il y a bien sûr toute l'actualité géopolitique, parce que c'est avant tout la prime de risque géopolitique, le conflit au Proche-Orient, les difficultés de transport maritime en mer Rouge, les attaques des Houthis, Israël, le Hamas, l'Iran et tutti quanti. Bon, les négociations, pas de négociations, trêve, pas de trêve, voilà, tout ça agit clairement parce que les fondamentaux classiques ont tendance à se neutraliser. Bon, le cuivre, le rebond du prix du cuivre, il y a aussi vraiment des raisons fondamentales que je vais reprendre avec vous, et il y a des signaux techniques, et puis bien sûr le suivi des métaux précieux, les matières premières agricoles qui, elles, restent en tendance baissière. Encore une fois, j'insiste, c'est pas parce que le cacao, la tonne de cacao atteint les 10 000 $ l'once, n'importe quoi, les 10 000 $ l'once. Excusez-moi, je suis un peu fatigué. Oui, faire des vidéos, répéter les vidéos, vous savez, c'est un exercice plus difficile que ce qu'on croit. Ça prend de l'énergie aussi physique. Il y a le fond, bien sûr, il y a la forme, il faut pouvoir envoyer du lourd. Et puis voilà, donc un petit like, merci, c'est super gentil. Éventuellement, si vous voulez vous abonner à la chaîne, c'est bien aussi, c'est cool. Si vous n'avez pas envie, c'est pas grave, je vous aime quand même. Et donc on revient à l'attaque. Guys, nous commençons par le commencement, car commencer par la fin serait une stupidité. La tonne de cacao à 10 000 $ US, be careful of the speculative bull. Donc, il y a une raison fondamentale. Déjà, bien sûr qu'il y a un côté spéculatif. Il y a un côté spéculatif du fait des contrats à terme. Et je suis désolé, mais vous prenez à gauche, vous avez la représentation graphique des bougies japonaises, des coûts du
prix de la tonne de cacao. Et à droite, vous avez la représentation graphique en données journalières. Bon, c'est une bulle spéculative, c'est suracheté. Il y aura d'ailleurs, là, à 10 000, le marché dans une phase de transition latérale. Ça reste quand même complètement suracheté. J'y viens à la partie technique. Mais il y a bien sûr aussi des explications fondamentales qui sont connues de tous. Et effectivement, ces explications fondamentales vont se poursuivre, car il y a une visibilité, si vous voulez, dans le domaine agricole, en particulier lorsque l'offre est contrainte par des facteurs météo qui ont déjà produit leur effet physique, tangible, sur les récoltes, et derrière, bon, il faut relancer le processus, le cycle. Donc on a une visibilité. La demande peut éventuellement encore s'ajuster, mais il s'avère que manque de peau, alors que l'offre est contrainte en Côte d'Ivoire et au Ghana pour des raisons climatiques, et c'est quand même quasiment, je crois, les 2/3 de la production mondiale de cacao, vous avez en Occident une explosion de la demande de chocolat. Et oui, les Occidentaux, nous sommes tous stressés, nous rions sur le chocolat, c'était pas non plus que l'effet Pâques, la guerre en Ukraine, tout le monde allume, vous savez, chaque jour vous allumez les médias d'information continue. Vous mettez VFM, vous mettez LCI, vous mettez tous les médias d'information continue, suisse, français, anglo-saxon. C'est l'information de la peur, c'est l'information du stress, et donc, eh bien, le spectateur va acheter sa tablette de chocolat et il la dégomme. Bon. Donc voilà, mais bien sûr que vous ajoutez à ça toute la spéculation financière qui a complètement exagéré l'envolée de la tonne de cacao. C'est pourquoi, même si tout à chacun reste anxieux et dévore son chocolat et que les conditions climatiques restent compliquées, naturellement que le prix de la tonne de cacao peut quand même retracer. Donc, quels sont les faits? Le prix du cacao s'est envolé. Alors, le prix d'une matière première, c'est le rapport entre l'offre et la demande. Les faits. Le prix de la tonne de cacao a plus que doublé. Alors, en février, 6 000 $ l'once d'or. Il a atteint 10 000 $ l'once d'or au mois de mars. Ce sont des conditions climatiques défavorables. Donc, voilà, chez les principaux pays producteurs de cacao, je vous ai mis ici les données, c'est classé donc dans l'ordre décroissant, et forcément la production se concentre au Ghana et en Côte d'Ivoire. Problème climatique, le phénomène El Niño, les pluies diluviennes, la sécheresse record, les récoltes, le virus Swollen Shoot, et à cela s'ajoute une demande mondiale de chocolat qui ne cesse d'augmenter. Moi, typiquement, mon sommeil a été moyen cette nuit et je vais donc aujourd'hui manger du chocolat. Et je vais donc, moi aussi, d'une certaine façon, participer à cette bulle spéculative d'un point de vue de ma consommation. Mais au prix actuel, moi, je dis que ça va retracer. J'y viens dans un instant. Donc, vous avez des raisons fondamentales à cette bulle spéculative sur le bulle. Maintenant, dites-vous bien une chose, que les arbres ne montent pas au ciel. Sur le plan de l'analyse technique, c'est une bulle spéculative qui se développe sur les contrats à terme cacao. Avec un niveau de surachat sur un record historique, il y aura toujours des retracements. Même les cryptos retracent, même le Bitcoin retrace, le cacao n'y échappera pas. Déjà, je vous laisse regarder comment on mesure le surachat. Déjà, on va mesurer le surachat avec l'indicateur technique RSI, qui est ici en noir. Voilà. On peut remonter des dizaines d'années en arrière. Jamais on a eu un RSI à 95. Rassurez-vous, ça ne dépassera pas 100. Autre façon de mesurer le surachat, je mets ici le Disparity Index, l'écart relatif à la moyenne mobile à 30 semaines. La moyenne mobile à 30 semaines est ici. Alors, elle est très... Alors, déjà, ce qui était vraiment magnifique, c'est en termes d'analyse technique, c'était que des signaux de dépassement. C'était classique, cassure de résistance ici, cassure de résistance ici, cassure de résistance ici, en tendance haussière en casse des résistances, signal de continuation. Maintenant, la moyenne mobile à 30 semaines, vous savez, elle est très respectée par la finance institutionnelle, elle est ici en rouge. Elle a été mise en évidence dans son rôle de cycle par Stanley Weinstein. Stan ou Stanley, j'ai oublié, quoique Stan doit être un diminutif de Stanley. Bon, à vérifier. Et là, vous avez donc l'écart relatif. Et le marché se trouve actuellement 90% au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines, ce qui n'a jamais été le cas de toute l'histoire du cacao. C'est complètement suracheté, il y aura un retour à la moyenne. Alors, est-ce que le fait d'avoir atteint un chiffre rond comme 10 000 $ la tonne de cacao sera suffisant? Écoutez, c'est possible. On a les prémices de... déjà, vous avez par exemple ici
un histogramme, un histogramme de MACD où vous avez la fin de la phase d'accélération avec l'histogramme qui se met à plat. Vous pouvez aussi regarder en données journalières, on a un début de croisement de ligne de MACD avec sa ligne de signal. Je peux encore y ajouter les enseignements du système Ishimoku avec un écart monstrueux entre la Tenkan et la Kijun. Et vous voyez bien que si j'utilise l'Ishimoku en données, on reviendra toujours au nuage. Le schéma est classique, on accélère, on dépasse Tenkan, ça accompagne. On finira par casser la Tenkan, on reviendra à la Kijun, il y aura un range Tenkan-Kijun jusqu'à revenir au contact du nuage. Donc moi je dis, au stade actuel, attention, toute cassure en données journalières, ici de la Tenkan sur le cours du cacao, le renverra à la Kijun. Surveillez ça donc, attention à la fin de la bulle spéculative, en tout cas à court terme sur le cacao. Prix du pétrole, surveillez cette semaine les rapports mensuels de l'OPEP et de l'Agence internationale de l'énergie. Le prix du pétrole rebondit depuis le début de l'année sur les marchés des matières premières, sur le compartiment de l'énergie, et le scénario d'un baril de pétrole à 100 $ fait peser un risque de rebond de l'inflation nominale. C'est un fait. Je vais reprendre avec vous ici toutes mes hypothèses techniques. Mais vous avez donc un rebond du prix du pétrole, clairement depuis le début de l'année, en fait, depuis janvier, pour deux raisons principales. La première, le maintien des coupes de production des pays membres de l'OPEP. Alors, l'OPEP ne représente pas 100% de la production mondiale. Je vous avais déjà expliqué, la production mondiale, la consommation mondiale, c'est, j'arrondis, 100 millions de barils jour. Bon, l'OPEP, c'est 27 millions de barils jour. Les États-Unis, l'OPEP, c'est 13 pays. Les États-Unis, à eux seuls, c'est 20 millions de barils jour. L'Arabie Saoudite n'est plus qu'à 8 millions. C'est vrai que l'OPEP contraint sa production. Vous contraignez l'offre, ça fait monter le prix. Mais en face de ça, vous avez les États-Unis, le Canada, des pays d'Amérique latine, des pays africains qui produisent à mort. Donc, ça s'équilibre. Alors, pourquoi ? Alors, c'est un range, le pétrole, entre 65 $ et 95 $. 95 $, c'est le seuil vraiment d'alerte. Au-dessus, c'est seconde vague inflationniste nominale. 65 $, c'est on casse ce niveau, c'est la récession économique mondiale. Mais nous avons actuellement ni l'un ni l'autre, nous sommes dans cet intervalle de prix. Pourquoi, depuis le début de l'année, le marché balaye son range ? Déjà, on peut ignorer les fondamentaux. C'est classique de balayer un trading range, c'est la définition d'un trading range. Au bas, au bas, au bas, c'est ce qui fait qu'on a une phase latérale. Maintenant, il y a quand même des raisons fondamentales qui s'expliquent parce que on appelle en haute finance pour faire intelligent. On utilise des termes comme ça, même si voilà, moi je prétends pas être intelligent, mais j'utilise un terme pour faire intelligent. La prime de risque géopolitique, la prime, ce qu'on ajoute au prix eu égard ou en lien avec le risque géopolitique, qui fait peser, qui est même une réalité, avec de contraintes d'offres, via notamment les risques d'approvisionnement. Le pétrole peut être transporté par supertanker, et on sait qu'il y a des difficultés de transport en mer Rouge. Mais globalement, ce sont surtout des risques prospectifs de contraintes d'offres. Il faudrait un embrasement du Proche-Orient, il faudrait un affrontement ouvert, direct, je dis direct, entre par exemple l'armée israélienne et l'Iran, pour là, nous le faire s'envoler au-dessus des 100 $. Ce serait difficile d'envisager un pivot des banques centrales, même si le prix du pétrole, c'est l'inflation nominale. N'oubliez pas ça. Le prix du pétrole, c'est l'inflation nominale. Les banques centrales regardent l'inflation sous-jacente, mais arrivent à un certain point de hausse du prix du baril, où l'inflation nominale se transfère à l'inflation sous-jacente. Et grosso modo, c'est le seuil des 100 $ qui est mis en avant comme étant ce seuil. Techniquement parlant, il y a un seuil d'alerte dès les 93-95. Bon. Est-ce que le marché va aller le tester ? Ça, c'est ce que nous verrons. Donc pour le prix du pétrole, alors je vous ai remis ici en haut à droite, je vous laisse lire ce que j'ai mis à gauche si ça vous intéresse. Mais concrètement, ce que représente, donc vous avez les 13 pays membres de l'OPEP. Et déjà, ce qu'il y a à noter, c'est que vous avez ici la production en millions de barils jour. Donc l'Arabie Saoudite, entre 2022 et maintenant, elle est passée de un peu moins de 11 millions de barils jour à 8,9. Grosso modo, l'OPEP a baissé sa production. C'est pas non plus la folie. De 28 millions de barils jour à 26,5 parce que certains pays de l'OPEP, je pense notamment à l'Irak ou à l'Iran, elle, augmente sa production de 2,5 à 3,1. C'est normal, à un moment ou à un autre, tu augmentes ta production, tu vends plus, tu te fais plus de pognon. Il y a une limite à la solidarité, si vous me permettez l'expression, entre ces pays de l'OPEP. Bon, en tout cas,
vous avez ici le rapport Commitment of Traders de la CFTC qui montre qu'au stade actuel, nous avons une position nette institutionnelle qui évolue elle aussi en trading range. Et ce trading range de la position nette institutionnelle correspond donc au trading range chartiste. Moi, j'ai toujours sur le prix du pétrole ma vue donc corrective. Alors, on a eu une 1, une 2, une 3, une 4, 5, ça c'était les 5 temps de hausse post-crise sanitaire. Nous sommes maintenant dans une structure, alors on a fait la vague A, ça j'en suis certain. Maintenant, je ne sais pas si la vague B est terminée. C'est du 5-3-5. Soit la B est terminée ici. Et là, nous sommes dans la 1 de la C, la 2 de la C, qui peut aller maximum ici. C'est pour ça que le pivot, le seuil d'alerte, c'est 93,50. Casser à la hausse 93,50, c'est vraiment un risque d'envoler à 100 et 115. Ce sera le seuil fatidique. Soit la B est terminée, donc la 1 de la C, la 2 de la C, et on ferait la 3 de la C, soit nous sommes encore dans la B, en 3 temps, une A de B, une B de B, une C de B qui peut nous amener à aller ici, et ensuite retomber. Et là, ce sera vraiment un seuil très chaud. Donc ça reste sur la table pour le moment. Donc en données journalières, c'est bullish. Pour un signal de fin de hausse, ce serait de voir le RSI journalier sortir par le bas de la zone de surachat, comme ce fut ici le cas en septembre dernier. Il faut vraiment surveiller. Là, on est encore au-dessus, donc ça, il faut surveiller ça. Pour l'instant, voilà, c'est donc ce qui est sur la table pour le prix du pétrole. Alors, pour l'or et l'argent, les objectifs haussiers de l'analyse technique pour l'année 2024, je vous renvoie vers le Fast and Forex que j'ai fait la semaine dernière. Je vous remets à gauche les socles fondamentaux de la tendance haussière du gold, toutes les conditions qu'il faut réunir pour une tendance haussière saine, que ce soit du côté des taux d'intérêt réels, nominaux, que ce soit du côté du dollar américain, de la demande institutionnelle des ETF, des contrats futurs, des achats des banques centrales et de la consommation d'or en Chine, et bien sûr de la prime de risque géopolitique. Et il s'avère actuellement que plus ou moins tous les facteurs, sauf les taux d'intérêt, c'est à noter. L'or actuellement développe une tendance haussière avec les achats d'or des banques centrales, notamment la Banque centrale de Chine, la prime de risque géopolitique, la consommation en Chine de gold qui vraiment repart pleine balle. Ça, c'est une bonne chose. Mais il y a, donc c'est la dimension joaillerie industrielle. Mais voilà, il est assez étonnant de noter que la tendance haussière de l'or se déploie alors que les taux d'intérêt réels montent et que les taux d'intérêt nominaux sont en rebond depuis le début de l'année. Comme si finalement, eh bien, la haute finance considérait que le rebond des taux nominaux était provisoire et que de toute façon, devant nous, il y a le pivot des banques centrales. Et donc, ils anticipent en anticipant la baisse des taux des marchés et en se positionnant déjà sur le gold. In fine, nous avons aussi la dimension d'analyse technique et nous avions vu ensemble, il y a plusieurs semaines, le breakout haussier de l'ancien record historique. Et c'est ce breakout haussier de la résistance à 2075 $ qui a donné le start de la tendance haussière, de ce qu'on appelle le price discovery, c'est-à-dire que nous évoluons sur un historique où il n'y a pas de résistance passée, et pour calculer les objectifs de cours, il faut utiliser des outils de prévision, comme par exemple les extensions de Fibonacci et les vagues d'Elliott en analyse technique, ce que je fais, et c'est ce que j'avais fait, ce qui m'avait permis de vous donner 2250 $ l'once d'or comme objectif de cours, ça a été atteint, et c'est ce qui me permet de vous donner pour la fin d'année 2500. Donc ça, j'ai fait toute une vidéo dessus la semaine dernière. Ici, vous avez donc, je vous ai remis le facteur fondamental, voilà, principal du soutien du prix de l'or. Ça nous vient du World Gold Council. Et vous avez donc le Political Risk Score et le Geopolitical Risk Index qui sont en ferme tendance haussière et donc qui continuent d'entretenir la hausse de l'or, ainsi que la politique monétaire et budgétaire ultra accommodante chinoise. Tout ça participe à la hausse du gold. Tout ça participe à la hausse du gold et je vous renvoie vers la vidéo de la semaine dernière où vous avez ici donc mes cibles d'extension. Et la première à 2250 est faite, ma prochaine zone c'est 2500. Et ça, c'est vraiment une zone, ça c'est une zone que je vise en fin d'année. Donc tout se décompose. Là, nous sommes dans la 5. Il y aura bientôt la 4 de la 5. Attention donc à ça. Il y aura bientôt la 4 de la 5. Mais overall, nous avons donc ici une tendance haussière saine qui se fera. Alors je pense que le RSI mensuel ira chercher cette grosse résistance ici en fin d'année. Tout se fait naturellement par étapes. Donc attention, vous aurez. Là, nous sommes dans la vague 5. La 2 de la 5, c'était un zigzag. Donc je pense qu'à un moment ou à un autre, ici, nous aurons un flat, probablement ici entre 2250 et 2400, avant de repartir. Attention. En tout cas, ce qui est intéressant de noter, c'est que l'argent métal, lui, est sorti par le haut
d'une phase de range qui durait depuis un an. Désormais, le nouveau support en tendance sociale de l'argent, c'est les 26 $, et la cible de fin d'année est à 29,80, 30 $, ici, sur le cours de l'argent métal. Et en cas de pullback, le nouveau support pour entrer, c'est le niveau des 26 $. Le cuivre donne des signaux techniques haussiers sur fond de forte demande mondiale. Je vous ai mis à droite les principaux producteurs de cuivre. Le cuivre suit une tendance haussière en bourse depuis le début de l'année. Alors sur fond, comme d'habitude, une conjonction de facteurs fondamentaux qui relèvent de l'offre et de la demande. Vous avez tout d'abord une demande de cuivre importante avec la forte croissance des véhicules électriques. L'offre de cuivre n'arrive pas à suivre. C'est le point commun avec le cacao, il y a une contrainte d'offre, en particulier avec les mines existantes. Ça, c'est vraiment important à noter. Tout prend du temps. C'est toujours pareil, le temps que l'offre s'adapte à la demande. Et bon, on sait très bien que les perspectives d'achat de voitures électriques vont ne faire qu'augmenter. Donc à partir de là aussi, fondamentalement parlant, on peut avoir cette conviction que le cuivre continuera de monter. Je dirais que le principal avantage du cuivre par rapport au cacao, c'est que le cuivre n'est pas entré dans une phase de bulle spéculative. Le cuivre n'est pas entré dans une phase de bulle spéculative. Moi, je reprends ici mon décompte de long terme du cuivre. La grande 1, la grande 2, l'énorme 3. Alors, est-ce que la 4 est terminée ou est-ce qu'on fait la A, la B, la C? Dans tous les cas, on a récemment, donc moi je pense qu'on potentiellement est dans une 5. Une 4 encore en construction, avec donc des dépassements de résistance qui ont été donnés en hebdo, et j'ai une cible à 4,60, ici j'ai une cible à 4,60 minimum, et je pense que voilà, nous sommes potentiellement dans la 3 de la 5, peut-être encore dans une B, voilà, peut-être qu'on fera une A, B, C pour la 4, j'en sais rien, mais dans tous les cas, dans quelque chose de bullish, avec un nouveau support à 4,11 ici, et une cible à 4,63. Et donc vraiment, c'est la différence avec le cacao. Ici, il n'y a pas de bulle, spéculative. Le mouvement est bien construit. Le mouvement est progressif ici sur le cuivre. Les matières premières agricoles restent baissières. Et donc ça reste un très bon point pour la désinflation alimentaire. C'est vraiment quelque chose qu'il faut noter. Le cacao n'est pas l'inflation alimentaire toute seule. Vous avez le maïs, vous avez l'avoine, vous avez le soja, surtout le blé, où là, les tendances baissières sont bien marquées. Et d'ailleurs, lorsque vous regardez Trueflation et l'inflation alimentaire, eh bien, elle est actuellement autour des 2%, ce qui est un rythme de croisière. Donc voilà, et d'ailleurs même Trueflation est prêt de faire un nouveau plus bas. Donc voilà. Voilà, chers amis, écoutez, c'est tout pour le tour d'horizon des matières premières. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a appris des choses. Si oui, un petit like, un petit abonnement. Merci à tous. J'espère que vous prenez toujours plaisir à écouter mes petites pièces de théâtre boursière. Et à la semaine prochaine, salut.